Bonsoir à toutes et tous. On est très heureux de vous accueillir ce soir à l'École des Mines pour une conférence, un exposé d'un genre un petit peu particulier. Alors, genre particulier, c'est quand même le troisième de ce genre, si je puis dire, puisque dans la série de conférences Les Pépites de Minalbi, ce qu'on a voulu faire, c'est donner la parole à des scientifiques, à des enseignants-chercheurs de l'école, en leur demandant de parler de ce qu'ils font, mais avec quelque chose qui est un effort méritoire, je tiens à le dire. Donc par avance, je remercie Jacques Fage de ce qu'il va nous présenter et de l'effort qu'il a fait, parce que c'est un réel effort, non pas de communiquer sur les activités scientifiques, ça j'ose bien dire que c'est le métier de base des enseignants-chercheurs de tout établissement, mais de communiquer avec des mots compréhensibles par Monsieur Tout-le-Monde. C'était ça le cahier des charges. Donc on verra après, Jacques, si effectivement tu as été parfaitement en accord avec cela, mais de confiance en tout cas, on lui laisse la parole et on l'écoute ce soir pour nous parler alors, de quelque chose qui est pour beaucoup un gros mot, les fluides supercritiques. Voilà, mais c'est vrai que vous verrez, si vous avez l'occasion de regarder un petit peu sur certains posters qui présentent les travaux de cet établissement, qu'on évoque souvent ce concept, cette technologie, ce mode opératoire. C'est quelque chose qui n'est plus une curiosité de laboratoire. Je dévoile presque mais dès lors qu'on avait vu le titre, on avait bien compris que la conférence qui posait sa forme de question, c'était pour y apporter une réponse. On n'est plus sur des curiosités de laboratoire, on est sur quelque chose qui se répand, qui se développe, qui a un intérêt également au-delà de l'aspect scientifique, d'un point de vue économique, d'un point de vue de l'activité potentielle des entreprises. Donc c'est tout ça qu'on va vous présenter ce soir. Moi je vais pas y être pour grand-chose, mais en tout cas que Jacques va nous présenter. Et donc je vous propose de confiance de l'applaudir très chaleureusement et je lui laisse la parole. Merci. Merci. Merci pour cette introduction. Donc effectivement, on va démarrer cette conférence sur les fluides supercritiques. Donc j'ai intitulé « Curiosité de laboratoire ou réalité industrielle et commerciale ». Est-ce qu'on peut avoir les diapos à l'écran, Marc, s'il te plaît? Voilà, c'est bon. Et le retour ici aussi, c'est possible? Excusez-moi. Voilà, c'est parfait. Très bien. Donc, si vous êtes venu pour avoir la réponse à cette question, je vous la donne tout de suite. C'est les deux, en général. C'est une curiosité de laboratoire, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, mais c'est aussi une réalité industrielle et commerciale. Voilà, si vous voulez un peu plus que la réponse à la question, je vous encourage à rester pour la suite. Et donc, pour commencer, j'ai prévu de faire un petit avant-propos sur la chimie, et en particulier sur la chimie verte. Vous avez peut-être entendu ce terme. Donc, la chimie... on peut faire le constat que la chimie, elle est absolument partout. Bon, c'est la science de la matière et de sa transformation, mais nous-mêmes, nous sommes faits de milliers de molécules chimiques. Au moment où je vous parle, il y a des tas de réactions chimiques qui se font dans chacun d'entre nous. Et nous ne sommes que chimie, je dirais, mais également la chimie dans tous les objets du quotidien, dans les matières plastiques, dans tous les produits d'hygiène et d'entretien qu'on peut utiliser à la maison, dans le carburant qu'on met dans nos voitures, enfin bon, voilà. Le premier qui a compris ça, il s'appelait Antoine de Lavoisier. C'était, vous savez, un fermier général qui s'est fait guillotiner pendant la Terreur, là, en 1794. Et il a une formule célèbre qui est restée. Il a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et il est considéré, à juste titre, me semble-t-il, comme le père de la chimie moderne. Et puis, plus proche de nous, j'aimerais aussi vous faire partager une citation qui a été dite ici même dans cet amphi il y a une dizaine d'années par Pierre Potier. Pierre Potier qui était médaille d'or du CNRS, qui a été le découvreur de deux des plus grandes molécules anticancéreuses qui sont utilisées aujourd'hui. Et Pierre Potier, il disait, quelque chose que j'aime beaucoup, il disait « La chimie, c'est le solfège de la biologie ». Voilà. Alors, c'est pas forcément toujours drôle, là, je parle aux étudiants, mais si vous voulez
être fort en musique, c'est quand même mieux de connaître le solfège. Voilà. Donc, cette petite introduction faite, la chimie, c'est aussi, bien sûr, une industrie pour produire tous les biens que j'évoquais à l'instant. Une chimie qui est basée aujourd'hui encore, essentiellement, sur des ressources fossiles. Le pétrole, le gaz naturel, mais le pétrole essentiellement. Et de ce fait, elle n'est pas durable. Le pétrole, vous savez aussi bien que moi que c'est en train de s'épuiser. Dans quelques dizaines d'années, il n'y en aura plus beaucoup. Et donc, on est face à ce problème d'une chimie qui n'est pas durable. Et c'est la raison pour laquelle c'est relativement récent, depuis une vingtaine d'années maintenant, on a pris conscience collectivement qu'on avait besoin d'une chimie qui soit à la fois respectueuse de l'homme et de son environnement. C'est ce qui a été appelé la chimie verte. Chimie verte dont le principe consiste d'abord à réduire la dangerosité, parce qu'on sait que malheureusement il y a eu quelques rares, heureusement, mais dangereux accidents dans les usines chimiques. On se rappelle tous AZF ou un peu plus loin le terrible accident de Bhopal en Inde. Donc pour assurer la sécurité, mais également pour répondre aux besoins, parce que l'humanité elle continue de croître. On sera, nous annonce-t-on, 9 milliards en 2050, et tous ces gens-là, ils auront besoin d'avoir un accès à l'énergie, d'avoir un accès à de la nourriture, d'avoir un accès à des médicaments, d'avoir un accès à l'eau potable. Et la chimie y contribue beaucoup. Le problème, c'est qu'il faut faire plus avec moins. C'est ça un peu le paradoxe de la chimie verte. Alors, deux chimistes américains qui s'appellent Paul Anastas et John Warner, ils ont codifié tout ça. Ils ont donné 12 principes que vous avez là à l'écran. Bon, je ne vais pas peut-être tous les détailler, ça serait un peu fastidieux. Je vais les résumer simplement en 4 points. La chimie verte, c'est d'abord optimiser les matières premières. Donc, consommer le moins possible, recycler chaque fois que c'est possible, utiliser des ressources renouvelables prioritairement des ressources fossiles, faire des économies d'atomes, ça veut dire éviter au maximum tout ce qui est co- ou sous-produit, c'est-à-dire que tous les atomes qui sont dans les réactifs, qu'on les retrouve dans les produits. Ça, c'est le premier grand enjeu. Le deuxième, c'est de limiter la toxicité, utiliser autant que possible des solvants non toxiques, des synthèses les moins nocives possibles, des produits inertes, non persistants dans l'environnement. Le troisième enjeu, c'est celui de l'économie d'énergie. L'énergie devient une denrée rare, il faut savoir l'économiser en allant chercher de nouvelles sources, les meilleurs rendements, des conditions douces, utiliser quand c'est possible des catalyseurs. Et puis le dernier enjeu, c'est minimiser les déchets, si possible ne pas en produire, mais si on n'a pas le choix, essayer de les diminuer au maximum, de les valoriser quand on en produit, de faire ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, des suivis en ligne des procédés pour faire un maximum d'économies. Donc en 3 mots, la chimie verte, on pourrait dire que c'est économie, efficacité et sûreté. Voilà. Donc ce petit avant-propos étant posé, de quoi allons-nous parler ce soir? Donc je vous propose 2 grandes parties pour mon exposé. D'abord, vous êtes venus pour ça, les fluides supercritiques, vous ne savez peut-être pas tous ce que c'est, donc je vais essayer de vous dire ce que c'est, de vous montrer comment il s'insère dans cette perspective de chimie verte que j'ai introduite. J'aurai un petit paragraphe sur une molécule que j'aime bien, le CO2. Et puis, je vous parlerai de l'extraction en fluide supercritique avec un exemple industriel qui est la décaféination du café. Et puis, dans une deuxième partie, j'essaierai de vous montrer ce que nous faisons ici, à l'École des Mines, puisqu'il y a une équipe qui travaille à l'École des Mines, et là aussi, j'illustrerai ça par des exemples, et en particulier, je vous montrerai ce qu'on a fait avec le beurre de cacao, puis avec une molécule pharma, et puis finalement avec l'eau supercritique, puisque le CO2 et l'eau, on va le voir, sont les 2 principaux solvants concernés par ce domaine de recherche. C'est bon, on peut y aller? Allez, on y va. Alors le point critique, pour définir un fluide supercritique, il faut d'abord parler du point critique. Alors le point critique, le premier qui a trouvé ça, il s'appelait Charles Cagnard de la Tour, c'était un Français, c'était un polytechnicien, il a fait partie de la première promotion de l'école polytechnique.
C'était un savant comme on n'en fait plus aujourd'hui, quoi. C'était un savant comme... c'était un touche-à-tout. C'est lui, par exemple, qui a inventé les premières sirènes dont on peut moduler le son. C'est lui qui, le premier, a montré que la fermentation de la bière, c'était le métabolisme des levures. On croit souvent que c'est Pasteur qui a découvert ça. C'est pas vrai, c'est Cagnard de la Tour. Il s'intéressait à tout, cet homme-là. Et il avait fait des expériences dans le fût d'un canon qu'il avait scellé. Il avait mis une bille de silex à l'intérieur, et puis il avait mis des fluides. Donc il a essayé différents... des éthers de glycol, de l'alcool, bref. Et puis, il écoutait le son de la bille quand il inclinait le canon, et puis il chauffait le canon. Et comme ça, il arrivait à entendre quand la bille passait d'une phase liquide à une phase gazeuse, parce que le son de la bille dans le canon n'était pas le même. Et il est le premier à avoir montré que quand on chauffait suffisamment fort, on n'avait plus cette différence de son. La bille dans le canon, elle faisait toujours le même son, et donc il en a conclu, ce qui était parfaitement exact, qu'il existe une température au-delà de laquelle on ne peut plus liquéfier un gaz à le comprimant. Dit autrement, mais ça revient à la même chose, il existe une pression au-delà de laquelle on ne peut plus faire bouillir un liquide en le chauffant. Alors il n'a pas utilisé le terme point critique, c'est venu plus tard, c'est dans les années 1850 que Andrews, un Anglais, a utilisé pour le premier le terme point critique, mais c'est lui, Cagnard de la Tour, le premier, qui a montré la réalité de ça. Alors ce que je viens de vous dire, ça vous paraît peut-être un peu abstrait, donc je vais essayer de vous montrer quelque chose d'un peu plus concret. C'est une petite vidéo qui a été faite par des collègues de l'université de Grenoble et qui montre concrètement qu'est-ce que c'est que le point critique. Alors c'est une expérience dans laquelle ils ont mis un corps pur, en l'occurrence c'est de l'hexafluorure de soufre, qu'ils ont mis ça dans une petite cellule en inox avec une fenêtre pour qu'on puisse voir dedans, et puis un système pour pouvoir chauffer cette cellule, et puis donc avec une caméra, regarder ce qui se passe. Donc au début, vous avez un liquide en équilibre avec sa vapeur, donc une phase liquide en bas, une phase vapeur au-dessus, et puis on va se mettre à chauffer. Donc sur le petit diagramme à droite que vous avez là, vous voyez la pression-température, vous voyez le petit point jaune qui se déplace là sur la ligne de vaporisation. Et puis vous allez voir que petit à petit, la limite entre phase liquide et phase vapeur va devenir plus floue. Il y a le ménisque qui va s'épaissir un peu, et puis on va se rapprocher du point qui finit cette phase de vaporisation, qui est, vous l'avez compris, le point critique. Et quand on va approcher de ce point critique, vous allez voir d'abord il y a un phénomène de diffusion de la lumière qu'on appelle l'opalescence critique, qui fait que tout va devenir bleuté. Et puis quand on sera au point critique, là on continue à chauffer, on s'en approche, petit à petit vous allez voir, le ménisque va disparaître. C'est un peu magique, enfin c'est pas de la magie, c'est de la science, et puis brusquement, voilà l'opalescence critique qui arrive, et puis finalement on va se retrouver avec quelque chose qui est parfaitement monophasique, parfaitement homogène, qui ne sera plus ni liquide ni gazeux, mais qui sera donc supercritique. Donc chaque corps pur a des coordonnées critiques, donc là pour le SF6 c'est 38 bars et 45 degrés, mais on va voir que chaque corps pur a des coordonnées différentes. Si on continue à chauffer, on est dans ce domaine monophasique, très favorable pour d'éventuelles réactions chimiques par exemple, puisqu'on n'a pas de problèmes interfaciaux. Et puis on peut, si on refroidit à l'envers, vous allez voir le petit point jaune qui va revenir sur la courbe, il va se mettre à redescendre et il va revenir sur la courbe de vaporisation. Et petit à petit, des gouttelettes vont se reformer et on va voir réapparaître une interface et on va voir réapparaître une phase liquide en dessous et une phase vapeur au-dessus. Voilà. Donc, le point critique, c'est un phénomène, tout ce qu'il y a de plus naturel. Tous les corps purs, les mélanges aussi, mais enfin c'est plus complexe, tous les corps purs ont un point critique. Et on va voir qu'au-delà de la curiosité de laboratoire que vous avez sous les yeux, il y a aussi des enjeux industriels notamment tout à fait intéressants. Alors la petite vidéo ne devrait pas tarder à se terminer. Sinon je vais l'arrêter. Alors, il faut que je trouve... Voilà. Alors, bon, j'aborde ici la partie là, un peu
un tout petit peu plus scientifique. Je m'en excuse pour certaines personnes qui ne seraient pas familières, mais ça va passer vite, vous allez voir. Donc, sur un diagramme, dit diagramme de phase, il y a une loi que les thermodynamiciens connaissent bien, qui s'appelle la règle des phases de Gibbs, qui dit que si on fixe deux variables d'état, toutes les autres sont fixées. Et donc, si on fixe, par exemple, pression-température, eh bien, le volume molaire, qui est l'inverse de la densité, le petit v, là, est fixé. Et donc, on est sur ce qu'on appelle des surfaces d'état. Alors, sur un diagramme en 3D, ce n'est pas très parlant, mais si on regarde sur un diagramme, sur les projections en 2D, donc là, c'est la projection pression-volume, on voit apparaître le fameux point critique qui est le sommet de l'enveloppe diphasique liquide-gaz. Les lettres S, L et G montrent les états de la matière, solide, liquide, gazeux. Et peut-être encore plus parlant, le diagramme pression-température, sur lequel on peut faire apparaître la courbe qui sépare le solide du liquide, la courbe de fusion, celle qui sépare le solide du gaz, on l'appelle la courbe de sublimation, et celle qui sépare le liquide du gaz, c'est la courbe de vaporisation, ou de condensation dans l'autre sens, voilà, qui se termine donc dans ce fameux point critique. Et vous voyez que le domaine des fluides supercritiques, c'est au-delà. Ce qui est tout à fait amusant, c'est qu'on peut passer, c'est ce que représente la flèche pointillée noire, on peut passer de la phase gaz à la phase liquide en contournant le point critique. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un gaz et arriver à un liquide sans que jamais une seule goutte apparaisse. On a contourné le point critique, on part d'un gaz, on arrive à un liquide et rien ne s'est passé. En apparence. Voilà. C'est tout à fait intriguant. Et donc, je finis ma définition. Les fluides supercritiques, ce sont donc des composés placés dans des conditions telles que la pression et la température se trouvent au-delà de celles de leur point critique. Voilà, donc je vous disais, tous les corps purs ont des coordonnées critiques. Je vous en ai mis quelques-uns ici. J'en ai mis deux en rouge, le CO2 et l'eau, H2O. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont AE2, ils doivent représenter aujourd'hui 99,5, allez, soyons gentils, % des applications. Donc c'est surtout de ces deux-là dont je vais vous parler ce soir. Mais tous les autres composés ont des coordonnées critiques, TC, température critique, PC, pression critique, et puis ρC, masse volumique critique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces fluides dans le domaine supercritique ont des propriétés intermédiaires entre celles de gaz et de liquide. Si vous regardez par exemple ce tableau-là, vous allez voir que la première colonne, la masse volumique, eh bien, un fluide supercritique a une masse volumique élevée, proche de celle d'un liquide. Et en première approximation, la masse volumique, ça va donner une bonne indication du fait que ça va être un solvant. Les gaz sont des très mauvais solvants, les liquides sont des solvants bien meilleurs. Mais si je regarde la viscosité et le coefficient de diffusion, on va être plus proche d'un gaz. On va donc avoir un fluide qui sera à la fois dense et compressible, avec un pouvoir solvant élevé, puisque c'est lié à la densité en première approximation, mais bon, il y a des gens dans cette salle qui savent que la densité, on peut faire des modèles sur la densité pour trouver les solubilités. Mais en faisant varier les conditions opératoires, en particulier la pression, on va pouvoir très facilement faire varier ce pouvoir solvant parce qu'on va faire varier la densité. Et donc, on va avoir quelque chose qui est un bon solvant comme un liquide, mais qui va partout comme un gaz. Imaginez une structure microporeuse, du tissu osseux par exemple. Eh bien, vous allez pouvoir faire diffuser un fluide supercritique à l'intérieur qui aura les capacités solvantes d'un liquide, mais qui pourra pénétrer partout parce qu'il a une tension superficielle nulle, une viscosité très faible. Et donc, ça en fait un solvant idéal, entre guillemets, pour faire des extractions. On peut comme ça, vous avez peut-être déjà essayé de faire rentrer du liquide dans un petit tube très fin, ça ne rentre pas, ça fait un ménisque en haut. Si en plus c'est un peu de graisse, vous n'avez aucune chance que ça rentre. Un fluide supercritique, lui, il rentrera. Alors avant de développer ça, je voudrais faire un petit paragraphe sur quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai appelé « Réhabilitons le CO2 ». Alors le CO2 d'abord, alors on entend beaucoup parler, à cause de l'effet de serre, je vais en dire deux mots aussi, mais bon, c'est quelque chose qui est présenté souvent comme quelque chose
dangereux ou de mauvais, je voudrais quand même rappeler que nous sommes tous faits de CO2. Enfin, on est fait de 70% d'eau, mais les 30% qui restent, hein, les protéines, les acides nucléiques, etc., eh bien, ça a été fabriqué par notre organisme à partir de ce qu'on mange. Et ce qu'on mange, c'est quoi? Essentiellement des végétaux, des animaux. Les animaux ont mangé les végétaux, donc c'est des végétaux à la base. Et les végétaux, tout le carbone des végétaux, il vient du CO2 atmosphérique qui a été fixé par un processus biochimique complexe qui s'appelle la photosynthèse. Donc, ne dénigrons pas trop le CO2, nous sommes tous faits de CO2. Et puis, bon, en guise de clin d'œil, c'est aussi... alors, j'ai mis, oui, le CO2 est une molécule donc naturelle, non toxique. Ça ne veut pas dire qu'on pourrait respirer que du CO2, mais ce n'est pas toxique. Quand le CO2 est toxique, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. C'est un petit peu comme l'azote. Et puis, on trouve aussi du CO2 dans des produits plus sympathiques. Je vous ai mis une photo de champagne en guise de petit clin d'œil. Mais, alors, il ne faut pas se voiler la face, l'activité humaine en général produit beaucoup trop de CO2. Alors, on produit des quantités extrêmement importantes de CO2. Si vous êtes venu ce soir en voiture, vous avez produit du CO2. Et puis, il y a de très nombreuses activités industrielles et humaines qui produisent du CO2. Et ce CO2 produit en très grande quantité, rejeté dans l'atmosphère, eh bien, il provoque l'effet de serre. Alors, l'effet de serre, le CO2, c'est pas le pire gaz à effet de serre, loin de là. Déjà, l'effet de serre, c'est les 2/3, c'est la vapeur d'eau. Ça, on l'oublie souvent. Mais le CO2 vient juste après. Non qu'il soit un gaz qui donne beaucoup d'effet de serre, mais simplement parce qu'on en produit et on en relargue d'énormes quantités. Il y a beaucoup de gaz, le méthane par exemple, ou bien vous savez les fluorocarbones, les gaz qu'on met dans les climatiseurs ou dans les frigos, qui sont des gaz à effet de serre bien plus nocifs que le CO2. Mais le CO2, on en parle beaucoup à cause des quantités mises en œuvre qui sont colossales. Et donc le CO2 est responsable vous en avez entendu parler, du réchauffement climatique. Et donc il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse, je vais y arriver, il faut faire face à ça, au réchauffement climatique. Donc la réalité du réchauffement, malheureusement aujourd'hui il n'y a plus grand monde qui la conteste. Je vous ai mis ici une courbe de la croissance de la teneur atmosphérique du CO2 au cours du temps. Il n'y a aucun doute. Pour ceux qui en douteraient encore, j'ai trouvé une preuve irréfutable du réchauffement climatique sur Internet, je vous la livre. Que faire avec ce CO2 responsable du réchauffement climatique? Alors, il y a deux possibilités. La première, la meilleure, c'est ne pas en produire. Le dimanche matin, quand vous allez acheter votre baguette chez le boulanger, si vous y allez à pied ou à vélo, c'est mieux que si vous y allez en voiture. Je vous invite à le faire. Et donc, on peut tous, chacun modestement à notre place, essayer de contribuer en produisant moins de CO2. Mais ça ne suffira pas. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire, il faut le faire, mais ça ne suffira pas. Donc, ce CO2 dans l'atmosphère, il faudrait arriver à le capter. Mais pour en faire quoi? Alors, il y a beaucoup de chercheurs, depuis maintenant bien 20 ans, qui travaillent dans des domaines très variés. Je vais vous citer simplement 3 pistes. La première, c'est ce qu'on appelle la séquestration du carbone pour le stocker dans des couches géologiques profondes. Vous avez peut-être entendu parler de ça. On va capter le CO2, on va l'injecter dans d'anciens puits de mines ou dans des... Voilà. Ça, c'est une solution que les chercheurs évaluent, qui n'est pas sans risque, parce que... alors les chercheurs évaluent aussi les risques, je vous rassure, mais voilà, on peut avoir des remontées de CO2. Le CO2 étant plus lourd que l'air, vous savez, pour peu qu'il y ait une cuvette géologique, il peut s'accumuler. Autrefois, dans les viticulteurs savent bien ça. On interdisait aux enfants ou aux chiens de venir dans les chais parce que parfois le CO2 qui est produit par les levures lors de la fermentation du vin, il s'accumule, il est plus lourd que l'air. Et donc les gens qui respirent près du sol, ils peuvent... non pas être intoxiqués, mais en tout cas être asphyxiés par manque d'oxygène. Une autre piste, c'est utiliser le CO2 comme matière première pour faire des produits chimiques que l'on fait aujourd'hui avec du pétrole. Alors ça, on commence à savoir faire. Il y a beaucoup de recherches au Japon, mais pas seulement, là-dessus.
Est-ce qu'on aura suffisamment de CO2 pour produire des produits chimiques, et puis surtout, est-ce qu'on en produira suffisamment pour que ça soit significatif? On peut en douter, mais en tout cas, c'est une piste qui mérite d'être explorée. Et la troisième et dernière piste sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est peut-on utiliser le CO2 atmosphérique pour le transformer en combustible et l'utiliser en énergie renouvelable? Alors ça peut paraître un peu curieux comme question, parce que le CO2, si vous avez fait un peu de chimie, vous savez, c'est une molécule très oxydée. Et pour faire réagir le CO2 et obtenir des hydrocarbures, carbone et hydrogène, c'est-à-dire des molécules réduites. Et la réduction en chimie, c'est une réaction qui demande de l'énergie. Alors de l'énergie, est-ce qu'on en a? La réponse est oui, on en a de l'énergie. Alors ça dépend d'où on se trouve, mais tant que le soleil brillera, on en a encore pour quelques milliards d'années, on aura de l'énergie solaire, dont toutes les autres dépendent. En France, on a de l'énergie nucléaire. Dans certains pays, il y a de la géothermie. Il y a des pays qui sont très riches en hydroélectrique. Et puis surtout, on a de l'énergie. Vous savez, par exemple, qu'en France, à la période de Noël, on est obligé de rallumer des vieilles centrales électriques au charbon ou au gaz parce qu'il y a des pics de consommation et toute l'énergie nucléaire, elle sert à la consommation. Le problème, c'est que l'énergie nucléaire, elle produit tout le temps. Et donc, en dehors des pics de consommation, on a aussi de l'énergie dont on ne sait plus trop quoi faire, on la vend aux pays voisins, enfin bon. On aurait de l'énergie disponible. Et c'est vrai pour tous les autres types d'énergie également. Donc, cette électricité produite en dehors des périodes de pointe, qui en plus est difficile à stocker, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Une des voies intéressantes, c'est électrolyser de l'eau. L'eau, hydrogène, oxygène, H2O. Avec de l'énergie, on peut électrolyser l'eau et obtenir de l'hydrogène. De l'hydrogène qui est une molécule qui peut servir à la réduction du CO2 pour donner des hydrocarbures, du méthane par exemple, ou mieux du méthanol, qui est un alcool liquide, facile à transporter, facile à stocker, qui en plus peut servir, est un excellent combustible, peut servir dans les moteurs de voitures assez facilement. Pour les chimistes de la salle, je vous ai mis quelques petites réactions. Donc on parle ici simplement de cette flèche rouge là, du CO2 et de l'hydrogène, on va obtenir du méthanol. Alors ça, c'est pas simplement une vue de l'esprit de quelques chercheurs allumés, c'est une réalité. En Islande, l'an dernier, a été inaugurée la première usine basée sur ce principe. Elle a été baptisée du nom de George Olah. George Olah, c'est un chimiste hongrois qui a fui la Hongrie pendant les événements de 1956. Il est venu aux États-Unis, il est devenu américain et il a eu le prix Nobel en 1994 de chimie pour ses travaux justement de ce type-là. Alors l'usine que je vous présente là, c'est encore extrêmement modeste, 5 millions de litres par an, c'est pas avec ça qu'on va faire tourner les voitures du monde, de la planète. Mais enfin, ça montre quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant sans doute là-dedans. Le CO2, j'y reviens et j'y reste, c'est sans doute le solvant vert par excellence. Pourquoi? Parce qu'il a un profil de solvatation intéressant, c'est un bon solvant des molécules non polaires, donc il peut remplacer de nombreux solvants organiques toxiques. Alors il est naturel. Bon, naturel, aujourd'hui on croit que ça veut dire que c'est synonyme de sain. Pas du tout, ça veut juste dire que c'est dans la nature. Mais de ce fait-là, il est compatible, notamment dans l'industrie agroalimentaire, avec le label agriculture biologique. Donc ça peut aussi ouvrir des marchés. Il est non toxique, je l'ai déjà dit, renouvelable, abondant, trop abondant, peu onéreux, acceptable environnementalement, malgré l'effet de serre. Pourquoi? Parce que le CO2 que l'on va utiliser, il est déjà produit. On va l'utiliser, on va le recycler, mais on ne va pas en rajouter, si je puis dire. Et puis, ce n'est pas négligeable, ces coordonnées critiques sont relativement faciles à atteindre. 31 degrés, 74 bars. Bon, ça demande des installations sous pression, mais enfin, c'est relativement accessible, disons. Par contre, il a un pouvoir solvant qui est plutôt faible, qui est limité aux molécules non polaires. Bon,
on arrive à contourner cet inconvénient avec des petites astuces. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir. Donc, qu'est-ce que c'est un procédé d'extraction avec un fluide supercritique? Donc, je vous ai mis là sur cette diapo à nouveau le diagramme pression-température. Hein, et vous voyez, c'est un système dans lequel on a un autoclave, hein, c'est-à-dire une grosse cocotte minute sous pression, hein, dans laquelle on va pouvoir solubiliser et extraire des composés par une série de refroidissement, compression, chauffage. Alors j'ai une petite animation qui sera, je pense, plus parlante que mon schéma. Donc voilà la petite animation. Donc, on retrouve le diagramme de phase pression-température et on va donc essayer d'extraire un composé qui se trouve ici dans l'autoclave à gauche, enfin oui, à votre gauche, avec du CO2. Donc le CO2, il est au départ stocké, alors souvent c'est dans des bouteilles de gaz, hein, telles que vous les connaissez. On va s'intéresser à la phase liquide, on va le refroidir pour être sûr qu'il est liquide. On va ensuite le monter en pression. Vous avez peut-être vu sur le diagramme de phase, est apparu un petit rectangle là, un petit rectangle qui est passé de la phase gaz à la phase liquide. Donc il est liquide, et puis le petit rectangle, je vous le remontre, vous l'avez peut-être pas vu, je reviens en arrière. Voilà, on monte en pression, on est donc liquide, froid, sous pression. Si je continue, eh bien je vais arriver à un échangeur de chaleur, c'est-à-dire que je vais chauffer, hop, vous avez vu le petit rectangle, il est passé du liquide à la phase supercritique, hein, et donc il est toujours sous pression, mais il est chaud cette fois, et là, il va pouvoir traverser l'autoclave, le réacteur, et donc extraire, alors l'extrait c'est cette petite molécule jaune-orangée là, et vous voyez les molécules de CO2 qui viennent tout autour se mettre pour le solubiliser et l'éliminer de l'autoclave. Ensuite, eh bien, on va détendre, hein, le petit rectangle est passé du supercritique, il est descendu en phase gazeuse. Un gaz c'est un très mauvais solvant, donc tout ce qui était solubilisé dans le CO2 sous pression va être relargué et on va le récupérer. Hein, cet extrait, on va le récupérer dans ce qu'on appelle un séparateur. Donc soit sous forme liquide, soit parfois sous forme solide. Hein. On récupère l'extrait et le CO2, lui, il peut être recyclé. Hein, il continue, hein, il va être recyclé et il va être refroidi. Le petit rectangle va passer du gaz au liquide, il va être condensé, refroidi et on va pouvoir recommencer comme ça le cycle. Donc non seulement on va extraire, mais en plus on va recycler le CO2, donc on va consommer très peu de CO2. Voilà, nous revoilà sur notre... Alors l'intérêt de l'extraction par CO2, c'est qu'il ne laisse pas de solvant résiduel. Hein. Donc le CO2, je l'ai dit, c'est du CO2 déjà utilisé, on dit qu'il est fatal. Hein. On sépare l'extrait aisément, je vais vous donner quelques exemples. Et puis, on a souvent des extraits de très grande qualité, de très grande pureté, un procédé facilement ajustable, et puis un travail possible à basse température. Avec en plus un coût de fonctionnement relativement réduit, parce que certes on est sous pression, mais sous pression, si le système est bien isolé, il n'y a pas besoin d'énergie pour maintenir une pression. Pour maintenir une température élevée, il faut chauffer en permanence. Pour maintenir une pression élevée, ce n'est pas nécessaire. Le seul inconvénient, mais il ne faut pas le passer sous silence, c'est que ça suppose souvent un investissement élevé parce que voilà, on travaille sous pression, il faut faire attention à la sécurité et donc c'est des installations souvent qui coûtent assez cher. Quelques exemples. Hein. La caféine du café, je vais y revenir, mais il y a des tas de plantes dont on extrait des produits des médicamenteux. Séréno Arépins, par exemple, on produit une molécule qui est utilisée pour lutter contre l'adénome de la prostate, etc. Des huiles essentielles aussi. Hein. À Grasse, vous savez, la capitale de la parfumerie, il y a des usines qui utilisent ce type d'extraction. Hein. Si vous buvez de la bière, l'arôme de houblon, vous savez, le houblon, c'est cette fleur femelle que l'on met pour aromatiser la bière
juste entre le brassage et la fermentation, eh bien aujourd'hui, les arômes de houblon de meilleure qualité sont ceux qu'on produit avec du CO2. Alors un autre exemple intéressant, c'est celui des bouchons de liège. Je vous en ai amené 2 ou 3 là. Quand je débouche une bouteille de vin, j'ai pris le réflexe maintenant de regarder de quelle marque ils sont. Et de temps en temps, j'en trouve, vous pourrez regarder, hein, j'en trouve qui sont de la marque Diam. Alors Diam, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est une société de bouchage qui s'appelle Eneo Bouchage, qui s'est attaquée, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années, au problème du goût de bouchon. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà goûté un vin bouchonné. En fait, on appelle ça le goût de bouchon, mais ce goût-là, il est dû à une molécule qui s'appelle le trichloroanisole, qui est produit par des champignons qui sont présents dans le liège, parfois, sur l'arbre. Et donc, cette société s'est adressée à une équipe qui travaillait dans les filtres supercritiques, c'était au CEA à l'époque, c'était à Pierrelatte, dans la vallée du Rhône, et ils ont essayé d'extraire le trichloroanisole. Alors d'abord, ça n'a pas marché, et puis ils se sont aperçus qu'en réduisant le liège en petites particules, ça marchait même très bien. Et donc la société a décidé de développer ce procédé. Aujourd'hui, je crois qu'ils en sont à 25 000 tonnes traitées par an. Ils ont une usine qui est en Espagne, près de la frontière du Portugal, parce que c'est là, vous savez, qu'il y a la plus grande forêt de chêne-liège en Europe. Mais ils vont créer une nouvelle usine. Ils ont doublé l'usine en Espagne. Ils vont créer l'année prochaine une nouvelle usine dans les Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, ils en sont à plus d'1 milliard de petits bouchons comme ça, traités au CO2. C'est la garantie de plus jamais avoir le goût de bouchon avec du vrai liège. Parce que voilà, les producteurs de vin sont souvent attachés à des bouchons en vrai liège et pas en matière synthétique ou avec des capsules vissées. Donc ça, c'est une belle réussite qui montre aussi, vous voyez, que quand on fait une extraction, parfois on s'intéresse à l'extrait, mais parfois on s'intéresse à ce qui reste, ce qu'on appelle le raffinat dans notre jargon, en l'occurrence ici, le liège. Alors, un mot sur le café décaféiné. La caféine, vous savez ce que c'est, je pense, c'est une molécule qui est présente en grande quantité dans de nombreuses plantes. Le café, bien sûr, mais pas seulement. À poids égal, par exemple, il y a plus de caféine dans le thé que dans le café. Dans 10 grammes de feuilles de thé, il y a plus de caféine que dans 10 grammes de grains de café. Il y a aussi beaucoup de caféine dans d'autres plantes. La noix de cola, qui est consommée beaucoup en Afrique ou en Amérique du Sud. Le guarana. Je sais qu'il y a des Brésiliennes dans la salle, ils doivent connaître le guarana. Et cette molécule, c'est une molécule tout à fait intéressante. Et voilà sa formule chimique. Ça s'appelle la triméthylxanthine. Pourquoi elle est intéressante? Parce que si vous avez fait un peu de biochimie, cette structure vous rappelle peut-être celle de l'adénine. L'adénine, c'est une des 4 bases de l'ADN. Vous savez, l'ADN, l'acide nucléique, notre génome, ce qui fait notre patrimoine génétique. Eh bien, la caféine, c'est proche de ça. Et ça explique que la caféine passe sans problème ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. En gros, vous consommez du café, 5 minutes après, il y a déjà de la caféine dans votre cerveau. Donc c'est un produit extrêmement actif pour cette raison. C'est un stimulant cardiaque du système nerveux, c'est un antifatigue, on le sait tous. Bon, ça a aussi des effets indésirables, je pense que vous le savez également. En tout cas, c'est une molécule tout à fait intéressante qu'on utilise comme médicament, mais qu'on utilise aussi, si vous buvez pour ne pas citer des marques, du Coca-Cola ou du Red Bull, vous savez qu'il y a beaucoup de caféine à l'intérieur. La caféine, autrefois, on l'extrayait de manière un peu, comment dirais-je, brutale, avec des solvants pas sympathiques du tout. Enfin, à l'époque, on ne le savait pas, ou pas bien, comme le chloroforme ou le benzène. On les a remplacés par le chlorure de méthylène. On s'est aperçu un peu plus tard que lui aussi était extrêmement toxique. Et aujourd'hui, il y a plusieurs procédés concurrents, mais celui qui est le plus utilisé et qui fait aujourd'hui référence, c'est celui au CO2 supercritique. Alors, comment ça fonctionne la décaféination du café au CO2 supercritique? C'est assez simple, dans le principe en tout cas. On met les grains de café verts à gonfler dans de l'eau, et puis on les injecte dans un énorme réacteur sous pression. Pourquoi dans de l'eau? Parce que l'eau est un bon co-solvant, alors je ne vais pas rentrer en détail, mais de la caféine dans le CO2. Et puis vous voyez sur le schéma, ici vous voyez que
les grains de café, excusez-moi, la diapo est en anglais, les grains de café descendent et à contre-courant, le CO2 monte et va donc se charger en caféine. Ça, c'est fait à 200-250 bars et à une température entre 50 et 90 degrés. Et puis le CO2 chargé en caféine, hein, il sort là-haut, vous voyez, eh ben, il va traverser un autre réacteur dans lequel la caféine va être solubilisée dans de l'eau. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne fait pas ça directement? Pourquoi on ne solubilise pas la caféine dans l'eau directement? Le problème, c'est que tous les précurseurs d'arômes du café sont aussi solubles dans l'eau. Donc si vous extrayez la caféine dans le café, vous avez un café décaféiné mais qui n'a plus aucun goût. Il existe des procédés industriels de décaféination à l'eau, mais ils sont vraiment complexes justement pour retenir tous ces arômes et cette flaveur. Voilà, donc le CO2 est débarrassé de sa caféine, il peut être recyclé, et puis l'eau chargée en caféine, elle, eh bien, il va y avoir une opération de séparation par membrane en général, d'osmose inverse, mais il y a d'autres techniques qui permettent de récupérer la caféine. Et la caféine, ensuite, eh bien, elle va être vendue à des sociétés comme celle que j'ai citée tout à l'heure, hein, des boissons énergisantes. Et puis le café décaféiné va aussi être vendu pour être consommé. Alors ça, c'est pas de la petite industrie. Hein. Sur la photo, vous voyez, il y a des personnages ici, il y a des gens. Hein. C'est pour vous donner une idée de la taille du réacteur. Hein. Donc c'est plusieurs dizaines de mètres cubes. Hein. C'est pas c'est de l'industrie lourde, on va dire. Ça ne donne aucun résidu d'aucune sorte. Hein. La flaveur du café intacte, hein, parce que les précurseurs des arômes, ils ne sont pas solubles dans le CO2, et donc lors de la torréfaction, tous les arômes sont révélés. Hein. Et d'ailleurs, si vous buvez du café déca, vous ne trouvez pas de différence au goût. Les rendements sont excellents. Aujourd'hui, ils dépassent même les 99%. Et la caféine produite comme ça est aussi d'une grande pureté, donc les sociétés qui achètent de la caféine sont extrêmement intéressées. Voilà, fin de la première partie. Bon, je vais essayer de ne pas trop durer. Qu'est-ce qu'on fait, nous, ici, à l'École des Mines, dans ce domaine? Alors, on travaille depuis déjà quelques années. Hein. Donc, d'abord, c'est des personnes, il ne faut pas oublier, hein, que la recherche, c'est des personnes. Alors là, c'est quelques personnes de l'équipe, hein, mais la recherche, c'est d'abord des chercheurs, des techniciens, des doctorants, des stagiaires, enfin voilà, hein, du personnel administratif en support, enfin c'est tout ça. Donc il faut pas, c'est d'abord des personnes, et puis c'est aussi bien sûr des équipements. On a eu la chance à l'École des Mines d'avoir été généreusement dotés à la fin des années 90 par des crédits d'investissement qui nous ont permis d'acheter des machines qui, il faut bien le reconnaître, coûtent assez cher. Hein. Là, vous avez un pilote polyvalent d'extraction et de cristallisation en milieu supercritique. Et puis, on s'est équipé avec d'autres. Voilà, je vous ai mis quelques photos de notre laboratoire d'appareillage sous pression, voilà, qui sont des appareillages relativement sophistiqués. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces appareillages? Nos domaines de compétences, nous, dans notre centre de recherche qui s'appelle Rhapsody, c'est un centre de recherche en génie des procédés. Donc on met au point des nouveaux procédés. C'est notre raison d'être, je dirais. Donc ça, c'est quelque chose de relativement appliqué, souvent pour le compte d'industriels. On fait aussi de la recherche plus cognitive, hein, plus fondamentale. Enfin, s'il y a des chercheurs fondamentaux, ils vont trouver que ce n'est pas très fondamental, mais enfin, pour nous, ça allait pas mal. Et en particulier, on fait de la mesure et de la modélisation de propriétés physiques sous pression. On applique ça dans différents domaines. Hein. Je vais vous donner des exemples dans un instant, j'y reviens pas. Et puis, on a des objets d'étude variés. Hein. Donc, je vais vous parler de chocolat maintenant. C'est bientôt l'heure du repas, ça tombe bien. Je vais parler aussi d'une molécule pharma. Et vous allez voir un petit peu quelles sont les implications de tout ce qu'on fait. La génération des particules par fluide supercritique, c'est une alternative aux méthodes classiques. Hein. Quand on veut obtenir des fines particules, d'habitude, ben on fait soit de la réduction de taille, hein, c'est-à-dire qu'on prend un solide et puis on le casse, hein, broyage, comminution, etc. Ou bien on part d'une phase liquide et par refroidissement ou par d'autres techniques, on cristallise. On peut faire ça aussi en fluide supercritique, ça présente un certain nombre d'avantages que j'ai listés ici sur cette diapositive. Je vais y revenir par la suite, donc je ne vais peut-être pas détailler, mais il y a un certain nombre d'avantages
à fabriquer des fines particules par fluide supercritique, et notamment ceux qui sont indiqués ici. Alors, parlons un peu du chocolat. Je ne sais pas si vous savez comment on fabrique du chocolat, donc je vais me permettre de vous le rappeler rapidement. Le chocolat, c'est issu de la cabosse, qui est le fruit du cacaoyer. C'est une sorte de petit ballon de rugby qui se trouve sur le tronc du cacaoyer, qui contient des fèves. Ces fèves, on peut les faire fermenter. Enfin, c'est pas qu'on peut, c'est qu'il faut les faire fermenter pour obtenir des précurseurs d'arômes, puis les sécher. Et ces précurseurs d'arômes, s'ils ont bien été produits lors de la phase de fermentation, eh bien, on va les révéler lors d'une étape qui s'appelle la torréfaction. Il y a ensuite d'autres étapes, on va décortiquer les graines, on va broyer le tout pour obtenir ce que les chocolatiers appellent la liqueur de cacao. Cette liqueur de cacao, on va la presser. Il y a un monsieur hollandais qui s'appelait Konrad van Houten, qui dans les années 1820 a inventé ce procédé. Presser la liqueur de cacao pour obtenir d'une part la matière grasse, ces fèves sont extrêmement grasses, la matière grasse qu'on appelle le beurre de cacao, d'une part, et d'autre part, un tourteau, c'est-à-dire un résidu de pressage, qu'on va pouvoir broyer pour faire de la poudre de cacao. La poudre de cacao, si vous la mélangez à du sucre, dans la proportion 1/3-2/3, vous obtenez du chocolat en poudre, tout simplement. Alors si je repars de la liqueur de cacao, c'est-à-dire ce qui est au centre de ma diapo là, je peux y rajouter du sucre, du lait, si je veux faire du chocolat au lait, des noisettes, tout ce qu'on veut. Je vais réengraisser un petit peu en rajoutant du beurre de cacao. Je vais broyer très fin, parce que quand on mange du chocolat, on apprécie qu'il ne soit pas granuleux sous la langue, et ça, c'est obtenu grâce à un broyage très fin. On va l'agiter fortement dans une étape qui s'appelle le conchage. Bon, je n'ai pas le temps de détailler, mais disons que ça permet d'avoir un goût particulièrement élégant et raffiné. On va avoir ensuite une étape de tempérage, j'y reviendrai, et puis finalement, on va mettre le chocolat en moule pour obtenir le chocolat que vous connaissez. Le beurre de cacao, c'est la matière grasse du chocolat. Le beurre de cacao, il est fait de triglycérides, comme toutes les graisses, et il a cette propriété, c'est qu'il peut cristalliser de différentes manières. On appelle ça des polymorphes, peu importe. Et c'est ce qui va donner au chocolat ses caractéristiques. Quand vous mangez du chocolat, vous appréciez qu'il soit bien lisse, qu'il soit bien brillant. Quand vous cassez, vous appréciez que ce soit franc, la cassure. Et ça, c'est lié au fait que le beurre de cacao est cristallisé sous une forme en particulier qu'on appelle la forme 5, qui a une température de fusion bien donnée, de l'ordre de 33-34 degrés Celsius. Et il faut que le chocolat qu'on fabrique, que le beurre de cacao soit cristallisé sous cette forme-là, sinon, c'est pas terrible. Je vous pose une petite question. Est-ce que vous avez déjà oublié du chocolat au fond d'un placard? Qu'est-ce qui se passe? En général, il ressort blanchâtre. En fait, ce qui se passe, c'est que le beurre de cacao, il a migré, il a peut-être fondu, recristallisé, pas dans la bonne forme. Donc, votre chocolat, vous pouvez toujours le consommer. Si vous le retrouvez au bout de 6 mois, un peu blanchâtre au fond de votre placard, au goût d'ailleurs, il est bon. Mais par contre, c'est pas très sympathique. Parfois, on se demande même s'il n'est pas moisi. C'est donc la qualité visuelle du chocolat qui dépend de la cristallisation du beurre de cacao. Et donc, avec une forme particulière que l'on cherche à obtenir. Alors, comment est-ce qu'on obtient cette forme? Classiquement, les chocolatiers, ils ont deux techniques. Soit on fait une succession de refroidissement et de réchauffage du chocolat liquide pour cristalliser, refondre certains cristaux, recristalliser certains. Bon, c'est un peu complexe. Retenez simplement que c'est une technique qui permet au final d'avoir tout le beurre de cacao cristallisé dans la bonne forme. Une autre technique, c'est d'ensemencer le chocolat liquide avec des particules, ce qu'on appelle des semences, donc, de cristaux déjà sous forme 5. Et donc la question qui nous avait été posée à l'époque, c'était: peut-on fabriquer des particules de beurre de cacao comme ça avec un procédé en fluide supercritique? Donc on a développé un procédé, qu'on a appelé RES, peu importe,
Voilà ce qu'on a fait. Quand vous mettez du CO2 sous pression dans une matière grasse, comme le beurre de cacao, le CO2 va se dissoudre dans le beurre de cacao en quantité importante, et le beurre de cacao va aussi se dissoudre, beaucoup moins, mais un petit peu, dans le CO2. Et puis rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, en jouant sur la température et la pression, on peut jouer sur la densité des phases. Et on peut jouer de telle manière qu'il n'y ait plus ni phase lourde, ni phase légère. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets sur la diapositive. On peut avoir deux phases, une phase riche en CO2, une phase riche en beurre de cacao, deux phases qui ont à peu près la même densité. Ça veut dire que quand on va les agiter, on va provoquer une émulsion qui sera relativement stable, en tout cas plusieurs minutes. Et cette émulsion, on pourra l'envoyer. Alors vous avez ici, vous voyez, on co-injecte ici le beurre de cacao en jaune, le CO2 supercritique en bleu, on crée l'émulsion et on l'envoie à travers une buse de détente et on produit brusquement, le CO2 devenant tout d'un coup gazeux, donc n'étant plus un bon solvant, on produit les particules de beurre de cacao. Bon, pour ça, il faut bien sûr des conditions opératoires particulières qu'on a dû mettre au point. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Bon, simplement, il faut effectivement, on a une fenêtre dans laquelle, de conditions opératoires, dans laquelle on a constaté qu'on obtenait la bonne forme polymorphique. Et en travaillant dans ces conditions-là, eh bien, on obtient des particules de beurre de cacao, donc je vous ai une petite photo microscopie là, dont on a pu démontrer, notamment par analyse thermique, qu'elles étaient bien dans la fameuse forme 5, celle qui nous intéresse. C'est un procédé qui présentait plusieurs avantages, et notamment ceux que j'ai indiqués sur cette diapositive. On travaille un peu plus haut en température que les procédés concurrents, donc le chocolat est moins visqueux, donc c'est moins coûteux en énergie. On utilise moins de beurre de cacao pour ensemencer la masse de chocolat liquide, et ça c'est aussi intéressant pour des raisons économiques. Et puis on va plus vite. Et vous savez que dans l'industrie, chaque fois qu'on peut gagner du temps, eh bien, on ne s'en prive pas. Ça, c'était mon premier exemple sur le chocolat. Le deuxième exemple, c'est sur une molécule pharmaceutique. C'est une collaboration avec le groupe Pierre Fabre. Les molécules pharma, on a l'habitude de les classer selon une classification en 4 classes. Des classes qui définissent la solubilité et la perméabilité de ces molécules. Quand vous avalez un comprimé ou une gélule, il faut que la gélule ou le comprimé libère dans un temps donné, qui dépend du médicament, au bon endroit dans votre estomac ou dans votre intestin, le principe actif. Mais pour libérer, il faut dans tous les cas que la molécule soit soluble dans l'eau. Je vous rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous et moi, on est fait de 70% d'eau. Et puis, il faut qu'elle soit également perméable. Et souvent, les molécules issues de la recherche des sociétés pharma, eh ben, elles ne répondent pas bien à ces critères. Et c'est ce qui s'est passé. Des collègues du groupe Pierre Fabre sont venus nous voir en nous proposant une molécule qui était de cette fameuse classe 2, avec une faible solubilité, qui avait des propriétés intéressantes. En l'occurrence, elle faisait baisser le taux de cholestérol dans le sang. Mais c'était, comme on dit couramment, c'était un vrai caillou, quoi, impossible de la solubiliser. Et donc, on nous a lancé ce défi. Est-ce qu'on peut mettre au point un procédé capable d'améliorer la vitesse de dissolution de cette molécule? Le principe actif étant quasiment insoluble. Donc, on a dit, on va essayer. On a commencé par voir, est-ce que par hasard et par chance, ce principe actif serait soluble dans le CO2. On a fait donc une étude préalable de la solubilité dans le CO2. Pas de chance, c'était très peu soluble. Ça ne nous a pas découragés. Ça, un chercheur, ça a toujours des tas d'idées. On a dit, si le CO2 supercritique ne peut pas servir de solvant, il peut peut-être servir d'antisolvant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on va co-injecter, c'est ce qui est ici, le principe actif dans un solvant approprié, en l'occurrence le diméthylsulfoxyde, peu importe, DMSO, qui est un solvant dans lequel le principe actif est soluble. Et puis on va co-injecter avec le CO2. Le CO2 est un antisolvant, il va forcer la précipitation du principe actif et on va, en tout cas c'est ce que l'on espérait, obtenir des particules beaucoup plus fines.
Et obtenir des particules beaucoup plus fines, c'est l'assurance d'avoir une cinétique de solubilisation améliorée, et c'était le défi que nous avaient lancé les collègues de Pierre Fabre. Donc on voulait obtenir des particules plus fines qu'1 micromètre et avec une surface spécifique supérieure à 50 mètres carrés par gramme, de manière donc à obtenir cette fameuse amélioration de vitesse de dissolution. Et ça a marché. On était tout contents. Vous voyez le point rouge là, c'est la poudre de départ. Et puis on avait réussi à peu près à multiplier par 10. Tous les points bleus, ce sont des points expérimentaux à des conditions différentes. Et vous voyez qu'on était passé en gros de 6 à 60 microgrammes par millilitre. Et donc, on avait à peu près multiplié par 10 et la surface spécifique et la vitesse de dissolution. Donc on était plutôt content de nous. Hein? On avait même d'ailleurs déterminé quelles étaient les meilleures conditions opératoires pour avoir, je vous passe les détails, mais pour avoir la meilleure dissolution. Le seul problème, c'est que les collègues de Pierre Fabre nous ont dit, vous êtes bien gentils, mais nous, ce n'est pas par 10 qu'on aurait besoin que vous soyez capable de multiplier la vitesse, c'est par 100. Donc on s'est à nouveau creusé la tête et on a bien vu que même si notre procédé était sans doute encore perfectible, on n'allait pas regagner un ordre de grandeur encore. Hein. Et donc on s'est dit, il faut faire preuve d'imagination, il faut trouver autre chose. Et donc on a décidé d'utiliser ce qu'on appelle l'encapsulation moléculaire et utiliser une molécule très particulière qui s'appelle la cyclodextrine. Alors la cyclodextrine, il vous faut imaginer un abat-jour, hein, un tronc de cône, un abat-jour dont la cavité interne serait hydrophobe, hein, n'aimerait pas l'eau, et la cavité externe serait hydrophile. Eh bien, c'est exactement la cyclodextrine. La cyclodextrine, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un oligoglucose. C'est quelques molécules de glucose liées les unes aux autres de manière cyclique, avec un intérieur plutôt hydrophobe et un extérieur plutôt hydrophile. Et donc, si on a un principe actif hydrophobe, et si on se débrouille bien, on doit pouvoir former un complexe, le principe actif rentrant, parce qu'il est hydrophobe, à l'intérieur de la cavité, et on a un complexe qui n'a plus qu'une surface hydrophile. Et on va comme ça modifier la solubilité apparente du principe actif. Donc c'est ce qu'on a fait. Et on a développé un procédé en 3 étapes. Première étape, ce que je vous ai montré précédemment, sauf qu'on a rajouté la cyclodextrine hein, dans le solvant. Donc on a co-cristallisé la cyclodextrine et le principe actif. Une deuxième étape qu'on a appelée de maturation, où dans le CO2 supercritique, et en raison des propriétés physiques du CO2 que j'évoquais tout à l'heure, notamment la grande diffusivité, on forme le complexe. Une troisième étape où on élimine le solvant résiduel, hein, étape que j'ai baptisée séchage, bien qu'à proprement parler, ce ne soit pas un séchage. Et, bingo, on avait atteint le fameux facteur 100, hein, puisqu'on était, rappelez-vous tout à l'heure, on était à 6, là on arrivait dans certaines conditions à 700. Hein. Et donc on avait développé, je vous la fais courte parce que ça a duré quand même quelques années, hein, on avait un procédé prêt au transfert industriel. Donc on a eu un gros contrat tripartite entre l'industriel, donc le groupe Pierre Fabre, les chercheurs, nous-mêmes, et puis une équipe du CEA qui était des spécialistes de l'industrialisation des procédés. Hein, et ce procédé-là a été transféré sur un site du groupe Pierre Fabre, qui est le site tout proche d'ici de Gaillac. Hein, et aujourd'hui à Gaillac, alors ça c'est des photos que les collègues de Pierre Fabre m'ont prêtées très gentiment. Aujourd'hui, vous avez un centre de production et de développement des fluides supercritiques hein, qui développe le procédé que je vous ai présenté, un autre que l'on avait également mis au point pour eux, et puis qui aujourd'hui ont des contrats, développent des molécules en interne au groupe Pierre Fabre pour des sociétés extérieures. Nous sommes aussi très, très fiers, bien sûr, de ce transfert réussi, mais également du fait que les travaux que je vous ai montrés étaient réalisés dans le cadre d'une thèse de doctorat. Le doctorant, une fois qu'il a été docteur, il a été recruté par le groupe Pierre Fabre. Il travaille toujours là. Hein. Il est en photo là. Et puis si vous cherchez bien, il est aussi dans la salle. Je ne vous dis pas où il est.
Voilà, donc c'est un exemple de transfert industriel réussi, avec, comme toujours dans ces cas-là, si c'est réussi, c'est que tout le monde s'y retrouve, hein, avec des retombées positives à la fois pour l'industriel, hein, et puis également, bien sûr, pour les chercheurs. Alors, présenté comme ça a l'air idyllique, hein, ça ne l'est pas toujours, parce que l'industriel, il a ses propres intérêts, les chercheurs ont les leurs, pas toujours compatibles. Hein. Par exemple, nous, chercheurs, nous avons besoin de publier nos travaux pour faire connaître ce que nous faisons. L'industriel, souvent, lui, il est tenté, au contraire, de protéger son savoir-faire et de garder le secret. Donc, il faut négocier, déposer un brevet d'abord pour garantir la propriété industrielle, et puis publier ensuite, mais avec de la bonne volonté des deux côtés, l'expérience montre qu'on peut y arriver. Et pour terminer, je voudrais vous dire quelques mots d'un domaine un peu différent, parce que j'ai beaucoup parlé du CO2, mais l'eau, c'est peut-être c'est plus vert que le CO2, si je puis dire. Hein. L'eau, c'est le solvant universel. Hein. Si toutes les réactions chimiques pouvaient se faire dans l'eau, ben, ça serait idéal. Hein. Et l'eau, on peut l'utiliser aussi en phase supercritique. Le problème, c'est que contrairement au CO2, les coordonnées critiques, hein, ce n'est pas facile à atteindre. Hein. C'est 218 atmosphères, hein, 225 bars, c'est élevé. 374 degrés, c'est très chaud. Ça veut dire des installations encore plus complexes et plus sophistiquées que celles que je vous ai montrées pour le CO2. Mais c'est intéressant quand même, parce que l'eau, sous pression et à haute température, elle n'a plus grand-chose à voir avec l'eau liquide que nous connaissons. Elle a des propriétés complètement différentes. C'est un fluide qui est relativement peu dense. Hein. C'est un fluide qui a une très faible constante diélectrique. La constante diélectrique, hein, c'est ce qui définit le profil de solvatation. Et la constante diélectrique très faible, ça veut dire que l'eau, par exemple, dans ces conditions, ça va être un très bon solvant des grosses molécules hydrophobes, typiquement les polymères. Alors que l'eau liquide que nous connaissons tous, c'est l'inverse. Hein, ça dissout les sels, les petites molécules ioniques, et puis les grosses molécules, les hydrocarbures, hein, essayer de mélanger de l'huile et de l'eau, voilà. Ça a un produit ionique hautement variable, donc ça c'est intéressant aussi pour les chimistes, parce qu'on va pouvoir faire des réactions acide-base dans des conditions très différentes, hein, selon les conditions de température et de pression. C'est parfaitement miscible avec les gaz, alors que l'eau est un très mauvais solvant des gaz. Hein. L'oxygène, ça doit être 8 mg par litre à 30 degrés. Hein. Et c'est un milieu très peu visqueux, ça aussi c'est intéressant d'un point de vue des procédés. Voilà, donc en résumé, l'eau supercritique, c'est un fluide non polaire, bon solvant des composés organiques, mais qui précipite les sels. Hein, tout le contraire de ce que l'on connaît dans l'eau liquide à température ambiante. C'est bien sûr un solvant propre, hein, donc qui rentre parfaitement dans le cadre de la chimie verte que j'ai définie au début. Hein, et on a développé depuis là aussi quelques 15 ans environ des procédés, notamment un procédé d'oxydation des déchets. Hein. Vous savez que certaines industries ont des déchets qui ne sont pas des déchets banaux, des déchets qui peuvent être hautement toxiques, hautement dangereux. Et vous avez des industries comme l'industrie nucléaire, l'industrie pharmaceutique et d'autres encore, qui souvent font des recherches très poussées pour se débarrasser de ces déchets qui ne sont pas faciles à traiter et qu'on ne peut pas traiter comme des déchets ordinaires. L'eau supercritique, comme je l'ai dit, est un très bon milieu d'oxydation. C'est-à-dire que, comme vous l'avez sur ce schéma, on peut, dans de l'eau supercritique, mélanger des déchets liquides en plus, hein, il n'y a pas besoin de les sécher puisqu'on est dans l'eau. Hein. On peut rajouter un oxydant sous forme de gaz, typiquement de l'oxygène pur ou de l'ozone. Hein. Les gaz, rappelez-vous, sont très solubles, sont parfaitement miscibles avec l'eau supercritique. On va avoir un milieu extrêmement oxydant qui va détruire toute la matière organique en quelques secondes et qui ne laissera que de l'eau et du CO2. Ça, c'est des procédés qui se développent, mais qui ont du mal à atteindre le niveau industriel parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'eau supercritique, elle précipite les sels.
Et quand vous avez des sels, eh bien, vous avez des problèmes de bouchage, vous avez des problèmes de corrosion. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles les chercheurs travaillent, qui ne sont pas encore parfaitement résolues. Il y a des pilotes industriels qui ont été produits, il y a même des petites unités en Corée et au Japon, mais enfin, c'est pas encore, ça demande encore du travail de recherche. Et puis, l'autre grande application de l'eau supercritique, c'est la valorisation de la biomasse. Je vous ai dit que l'eau supercritique dissolvait les polymères. La biomasse, le bois, les pailles, enfin, tous les résidus agricoles, qu'est-ce que c'est? C'est de la cellulose, des hémicelluloses, de la lignine, en d'autres termes, des polymères organiques. Donc, de bons clients pour être dissous dans l'eau supercritique. Je vais vous en dire un mot, juste avant de terminer. On peut aussi déconstruire des polymères dans l'eau supercritique. Les Japonais sont très forts là-dessus. Et puis, on peut aussi faire de la synthèse de nanopoudre minérale pour fabriquer, par exemple, des catalyseurs. Alors, ce qu'on fait, nous, alors, la biomasse, pardon. Donc, la biomasse, ben, vous savez tous ce que c'est les déchets, essentiellement forestiers, agricoles. C'est un gisement colossal. Une grande partie de l'énergie solaire est perdue sous forme de déchets, de résidus forestiers ou agricoles. Ça peut être aussi la biomasse au sens microbien du terme. On peut fabriquer de très grosses quantités de biomasse de micro-organismes, c'est-à-dire de bactéries, de champignons, d'algues. Un autre gisement de biomasse, ça peut être aussi tout simplement nos déchets, les déchets urbains, organiques, ça peut être aussi une source importante. Les déchets, c'est la matière première de demain, n'oubliez jamais ça. Quand on manquera de tout, on trouvera tout dans nos déchets. Ce qu'on fait, nous, à l'école des mines, c'est qu'on s'intéresse à cette fameuse valorisation hydrothermale de la biomasse. Pour faire quoi? En gros, on peut faire soit de l'énergie, soit des nouveaux matériaux. L'intérêt, c'est qu'on peut travailler en milieu humide, bien sûr. Quand vous avez des déchets agricoles, souvent, il y a beaucoup d'eau, et les traitements habituels supposent de sécher, ce qui, évidemment, coûte très cher en énergie. Dans l'eau sous pression, le milieu étant par définition de l'eau, on n'a pas besoin de sécher. Et donc, on va avoir une très grande efficacité énergétique. Et selon les conditions, notamment de température et de pression, selon également les catalyseurs que l'on va introduire ou pas, mais enfin, disons, on va pouvoir notamment produire des gaz énergétiques. On a une première thèse de doctorat qui s'est soutenue l'année dernière à l'école des mines, ici, où on a montré qu'on pouvait produire, dans certaines conditions, des gaz énergétiques tels que le méthane ou l'hydrogène. On peut aussi produire des liquides, c'est-à-dire que l'on va casser, le terme scientifique c'est raffiner la biomasse pour en faire par exemple ce qu'on appelle des bio-huiles, c'est-à-dire des hydrocarbures liquides qui vont pouvoir ensuite être utilisés comme n'importe quelle huile, en particulier ça brûle très bien. Et puis on va pouvoir aussi éventuellement fabriquer des intermédiaires chimiques qui pourront être valorisés ultérieurement. J'ai signalé ici la fermentation, mais il y a d'autres applications. Alors, en guise de conclusion, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, les fluides supercritiques constituent une classe de solvants propres, qui s'insère bien dans cette dynamique de chimie verte, avec lesquels on peut faire plein de choses intéressantes. Extraire, imprégner. Je ne vais pas parler de l'imprégnation, mais il existe par exemple des procédés de teinture de textile sans eau. L'industrie textile, un de ses gros problèmes, c'est qu'elle rejette d'énormes quantités d'eau très polluante, avec des colorants, etc. On peut faire ça avec du CO2. Le CO2, il repart à l'atmosphère, zéro déchet. On peut microniser, je vous l'ai montré, on peut synthétiser de nouveaux produits, purifier des molécules, éliminer des déchets, etc. On peut se poser la question, leur utilisation dans l'industrie, là aussi j'ai essayé de vous le montrer, c'est déjà une réalité. On peut se poser la question demain, qu'est-ce qu'il en sera demain? Bon, je ne suis pas devin, donc je ne sais pas bien répondre à cette question, mais je peux imaginer. Les applications historiques, c'est-à-dire essentiellement l'extraction, ça continue à se développer, donc à mon avis, ça a encore de belles années devant soi pour continuer à se développer. Et puis, des applications plus récentes,
notamment dans l'énergie, dans la pharmacie, dans d'autres domaines, deviendront certainement industriels très prochainement. Et puis, on peut faire confiance. Il y a sûrement des choses dont je suis incapable de parler aujourd'hui parce que je ne sais même pas ce que ça sera. Mais on peut imaginer que partout dans le monde, les chercheurs continueront, pas seulement à Albi, continueront à innover pour trouver de nouvelles idées. Voilà, pour terminer, je voudrais remercier toutes ces personnes-là. Alors ça peut vous paraître un peu lourd, mais chacune de ces personnes est importante. La recherche, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est important. Ça ne peut pas se faire sans moyens, en particulier sans moyens humains. C'est de la recherche expérimentale pour laquelle on a besoin notamment de techniciens, on a besoin de doctorants, on a besoin d'enseignants-chercheurs, on accueille aussi beaucoup de stagiaires, des post-doctorants. La recherche, c'est une activité internationale. On a beaucoup de collègues étrangers qui sont venus pour travailler. On reçoit des coups de fil, on reçoit des mails en disant « J'ai vu vos travaux, est-ce que vous pourriez m'accueillir dans votre laboratoire quelques jours, quelques semaines ?» Et comme ça, on a des échanges extrêmement intéressants. Et toutes ces personnes-là que j'ai citées sont importantes. Et je crois que sans ces personnes-là, rien n'aurait été possible. Vous me permettrez également d'avoir une petite pensée particulière pour le premier nion qui est cité ici, ma collègue Elisabeth Rodier, qui est actuellement en train de lutter contre la maladie. Donc je pense bien à elle. J'espère qu'elle reviendra bientôt en forme pour travailler avec nous. Et puis mon dernier merci, ça sera pour vous et pour votre attention. Si vous n'êtes pas trop fatigué et si vous avez des questions, je vous promets, non pas d'y répondre, mais au moins d'essayer. Votre prédécesseur, M. Schmitt, l'ancien directeur de l'école, avait coutume de dire dans ces cas-là, c'est toujours la première question qui est difficile, personne n'ose, donc on passe directement à la deuxième. Qui veut poser la deuxième question alors? Sans doute j'étais trop confus ou trop clair, je ne sais pas. Oui, Farad. À propos de chocolat, tu veux parler? Oui. Je sais que tu es un spécialiste. Je vais peut-être en parler plus tard au mois de décembre, j'espère bien, sur la rupture du chocolat, mais ça c'est une autre... Mais tu as, en fait, le blanchissement que tu vois sur le chocolat vient aussi de variations de température. Absolument. Donc ce qu'on appelle en termes, on en parlera, variation de température ou choc thermique. Donc quand vous achetez vos chocolats, faites attention que la température de chocolatier soit constante. Donc ça doit être de l'ordre de 16 ou 17 degrés ou je ne sais pas, 18 degrés. Mais quand vous achetez le chocolat, ne mettez pas là où il y a des variations de température. Alors c'est un processus, alors tu as parlé de grains. J'espère qu'on puisse montrer quelques faciès de rupture de chocolat. Le chocolat, même à 16 degrés, malgré les apparences, il y a du liquide à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a la matière grasse qui est liquide à cette température-là. Donc effectivement, comme je disais, quand on l'oublie dans un placard, il y a toujours des migrations de liquide à l'intérieur, même si en apparence il est parfaitement solide. Et donc, il y a des transitions solides-solides entre les différentes formes du beurre de cacao. Et parfois, si par exemple il y a de la forme 6 qui apparaît, c'est cette forme en particulier qui est blanchâtre et qui donne cet aspect peu sympathique au chocolat. Mais je suis d'accord avec toi. Alors, personnellement, je n'ai jamais ce problème. Moi, je le consomme avant que la température ait varié. Donc, Comment est-ce qu'on peut être sûr que quand on extrait de la caféine avec le CO2 supercritique, on n'extrait que la caféine? Parce que les grains de café sont dans l'eau, mais il y a beaucoup d'autres éléments dans le café. Oui, mais le CO2,
c'est un assez mauvais solvant finalement, contrairement à ce que j'ai dit. En tout cas, pour beaucoup de petites molécules polaires, hein, ce n'est pas un très bon solvant. Et d'ailleurs, pour extraire la caféine, il faut rajouter un peu d'eau. Hein, c'est pour ça qu'on trempe le café. Donc, on peut jouer là-dessus d'une part, et puis la sélectivité est liée aussi aux conditions opératoires qui sont soigneusement choisies. C'est-à-dire qu'une molécule, chaque molécule sera soluble dans le CO2 dans des conditions différentes. Donc, si on a une fenêtre suffisamment étroite, on peut extraire que la molécule qui est intéressante. On a une très grande sélectivité. Il y a une image que j'aime bien, elle n'est pas de moi, mais je vous la livre, c'est imaginez que les deux molécules à extraire, ce soient deux petits bonhommes qui grimpent un escalator à contresens, d'accord? Donc l'escalator, il descend, et les deux petits bonhommes, ils grimpent. Il y en a un qui grimpe un peu plus vite que l'autre, mais pas beaucoup. Eh bien, s'ils vont plus vite que l'escalator, ils vont arriver en haut, un juste avant l'autre, puisqu'il y en a un qui est un peu plus rapide. Voilà. Mais imaginez qu'on soit capable de régler la vitesse de l'escalator, hein, pour que la vitesse de l'escalator, on la mette pile entre la vitesse des deux petits bonhommes. C'est-à-dire que l'escalator, il va juste un peu plus vite que le plus lent et juste un peu moins vite que le plus rapide. Eh bien, les deux petits bonhommes sur l'escalator, il y en a un qui va monter, il y en a un qui va descendre. Et malgré leurs propriétés très proches, on va les retrouver à deux endroits différents et on les aura parfaitement séparés. Oui, j'aurais une question d'ordre économique. Je t'écoute. Ces explications au niveau technique, scientifique, c'est très intéressant. Il y a des applications industrielles. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments chiffrés? Parce que l'eau, effectivement, transformer l'eau en supercritique, c'est intéressant, mais monter à cette température de pression, je suppose qu'il y a des conditions économiques à se poser. Oui, alors, ces installations-là coûtent cher, ça c'est clair. Hein. Ces installations-là coûtent cher. Une petite installation pilote comme celle qu'on a au laboratoire aujourd'hui, ça doit coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Une installation industrielle, ça peut coûter vite très cher. En même temps, ça dépend des applications. Dans le domaine pharma en particulier, une production industrielle, ça peut être quelques kilos par an. Ce n'est pas forcément 10 000 tonnes. Hein. Donc, l'installation industrielle de Pierre Fabre que j'ai montrée, par exemple, l'autoclave principal, l'extracteur principal, il fait 50 litres. C'est ça, Hubert? 50 litres. Hein. Donc, ce n'est pas très gros, finalement. C'est un peu plus gros qu'une installation de labo. Donc, ça reste... C'est un investissement élevé, ça reste relativement raisonnable. Et puis, comme je l'ai dit aussi, les coûts de fonctionnement, souvent, sont assez bas. En tout cas, avec le CO2. Parce que la pression, ça se maintient tout seul. Avec l'eau, c'est différent, tu as raison, il faut chauffer fort, donc là, ça coûte cher énergétiquement. Et ça ne peut se justifier, en tout cas pour l'oxydation des déchets, que pour des déchets à haute valeur ajoutée, quoi, pour lesquels, voilà. Mais, bon, c'est comme tout, quoi. Hein. Le jour où il n'y aura plus du tout de pétrole, ça sera moins cher d'en fabriquer comme ça, peut-être. Hein. Mais, et puis, la décaféination du café, par exemple, tu as vu la taille du réacteur, quoi. Hein. C'est vraiment voilà. La caféine, ça coûte très cher. Le café décaféiné, ça coûte plus cher que le café avec la caféine. Et les gens qui font ça, en Allemagne, les installations d'extraction du houblon, c'est aussi des tailles colossales. Hein. C'est vraiment de l'industrie lourde. Hein. Et visiblement, l'industriel qui fait ça, il se porte bien. Hein. Les gens qui font ça, ils en sont à leur 3e usine, là. Ça, c'est 30 centimes, un bouchon extrait par CO2 supercritique. Donc, sur une bouteille de vin, alors ça dépend du vin, évidemment, mais sur une bouteille de vin, on va dire, de gamme moyenne, c'est pas négligeable, mais c'est aussi acceptable quand même. Ça permet quand même de revendiquer une absence garantie de goût de bouchon, et avec la perméabilité du liège.
Pas d'autres questions? Bon, ben je vais vous souhaiter bon appétit alors. Quand vous mangerez du chocolat, vous le regarderez peut-être plus tout à fait de la même façon. Très bien. Bravo. Merci. Voilà. Pardon. Alors, il me revient le mot de la fin, Jacques, d'abord pour dire que tu as démontré, à la suite de ce qui avait été fait par Frédéric Benabel, François Bénan, tu as démontré ce soir qu'effectivement on pouvait parler de sujets scientifiques de prime abord ardus, avec des mots, avec quelques gros mots quand même, hein, mais dans l'ensemble, tu étais tout à fait en accord avec ce que nous attendions et on voulait t'en féliciter, t'en remercier. Tu nous as démontré aussi qu'on peut être un grand scientifique et puis bon vivant parce que toi-même et d'autres manifestement ont de grandes connaissances sur le chocolat et ça démontre qu'on n'est pas que le lait sur la paillasse, même si on arrive à concilier deux à certains moments. Et donc vraiment, encore une fois, je vous propose d'applaudir très chaleureusement, de remercier Merci. notre ami. Je voudrais en profiter pour vous donner 2 rendez-vous. Donc dans un petit peu plus d'un mois, nous serons en pleine période de la fête de la science. La fête de la science, c'est la 2e semaine d'octobre. Et nous aurons dans ce cadre-là, ici même, 2 conférences. Alors ce sont 2 Michel qui vont se succéder 2 jours de suite. Alors je prends mes petites antisèches pour ne pas me tromper. Donc le 9 octobre, ce sera alors une approche de la science et de la technologie, mais par un philosophe. En l'occurrence, c'est Michel Serres qui nous parlera ici. Alors, sa conférence s'intitule Autour de la petite poussette. Donc, ce n'est pas le petit poussé, c'est la petite poussette. Et c'est une réflexion philosophique autour, je dirais, de la technologie moderne, de la manière d'utiliser les pouces dans les jeux électroniques, etc. Mais il ne s'agit pas des jeux électroniques, il s'agit bien de questions de société qui sont abordées par ce philosophe. Et le lendemain, c'est un autre Michel, cette fois dans le pur esprit de ce que nous avons eu aujourd'hui, donc autour des pépites de l'école des mines d'Albi. Donc il s'agit de Michel Falampe qui parlera d'un sujet ardu également de prime abord. Il va évoquer la notion des systèmes complexes. Alors il ne s'agit pas de parler de choses compliquées, mais bel et bien de systèmes complexes, c'est-à-dire au fond de beaucoup de choses auxquelles nous sommes confrontés, de problématiques dans lesquelles les facteurs sont multiples, imbriqués, qu'on a du mal à modéliser. Et là aussi, je vous annonce qu'il y a un bel effort de pédagogie, je fais du teasing et je vous invite à venir, parce qu'il va présenter cette problématique et l'aborder sous un angle qui est celui, cette fois encore des jeux, mais des sudoku, et donc autour de ce sudoku qui est quelque chose d'une complexité certaine, mais encore abordable, eh bien, on peut imaginer, et un certain nombre de collègues l'année dernière se sont heurtés à des problèmes très difficiles dans lesquels, là encore, on avait des systèmes de sudoku qui étaient imbriqués, et au fond, on arrivait à quelque chose d'une extrême complexité. Alors, le sujet ici est là encore, de voir un petit peu comment aujourd'hui les scientifiques, au fond, essayent d'aborder des problématiques lorsqu'ils sont confrontés à ce type de mécanisme et que, encore une fois, de prime abord, on ne peut pas traiter de manière très simple. Donc voilà, rendez-vous 9 octobre et 10 octobre avec respectivement Michel Serres et Michel Falampe. Je vous remercie, je vous invite vraiment à venir et je vous souhaite à tous une bonne soirée et merci encore, Jean. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous.